Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de l'information. Voici le sommaire. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les salons de coiffure, hommes comme dames, souffrent du respect des règles, notamment de la distanciation sociale, et pourtant ils doivent ouvrir pour répondre à la demande. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais savez-vous qu'un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé? On en parle dans un instant. Enfin, le conte est un art qui relate des récits dans le but d'instruire ou de distraire ceux qui écoutent. Et même s'il est en voie de disparition, le conte occupe encore aujourd'hui une place importante dans la société. À nouveau, bonjour. Au nombre des lieux rassemblant plusieurs personnes à la fois, on compte les salons de coiffure, ces endroits où la distanciation sociale n'est pas facile à respecter. Et pourtant, le contact entre clientes et coiffeuses peut être un vecteur de transmission du coronavirus. Comment donc se déroulent aujourd'hui les activités de coiffure dans les salons pour dames? Nadège Sani et Edwige Agossou sont allés faire le constat. Dans ce salon de coiffure situé en plein cœur de Cotonou, les habitudes ont changé depuis environ un mois. En cause, le Covid-19. Les mesures barrières pour limiter la propagation de cette pandémie sont de mise. Le port de masque est systématique et pour les coiffeuses et pour les clientes. En amont, pour avoir accès au salon, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Nos instruments sont stérilisés avant et après la prestation. Nous désinfectons encore à l'alcool. Déjà, le personnel est limité, donc du coup, on ne peut plus prendre autant de clientes. C'est vrai que ça joue un peu sur l'économie, mais on travaille un peu avec le système de rendez-vous. Les clients qui viennent sans rendez-vous, qu'on a déjà pris, les autres, on essaye de leur expliquer qu'ils peuvent venir à tel moment, le temps de finir avec ceux qui sont déjà là. Ici, plus question d'utiliser la même serviette pour plusieurs têtes. Une règle qui est observée aussi bien par les coiffeuses que par les coiffeurs. L'Institut de beauté est mixte. On prend la tondeuse, on nettoie avec alcool. On prend la brosse, on nettoie avec alcool. La peigne aussi, on nettoie avec alcool avant de commencer. Et le client même voit que ici, c'est propre. Tout est mis en œuvre pour rassurer la clientèle. Autre salon, même observance, les gestes barrières contre le coronavirus sont strictement respectés. Même si aucun client n'a voulu se prononcer, ils sont exigeants. On a essayé de suivre les recommandations du gouvernement. On nous a beaucoup préconisé le lavage des mains. Donc on a essayé de mettre un dispositif en place pour le lavage des mains. Nous avons du gel alcoolisé qui est là. Et on nous a demandé que tout le monde soit masqué. Donc on a les masques. On essaie de mettre les gants. À chaque fois, on essaie de les changer pour chaque client. Et puis on essaye de toujours garder une distance, même si ça ne fait pas les 1 mètre, au moins une distance de 0,50 pour épargner les clients, pour que nous puissions nous-mêmes nous épargner. À Cotonou, plusieurs salons de coiffure, n'ayant pas installé le dispositif de lavage des mains, ont décliné notre sollicitation. Selon certains, le dispositif serait en cours de fabrication. En attendant la fin de la pandémie, bon nombre de femmes optent soit pour les foulards, soit pour les perruques, déjà en vogue depuis quelque temps. Et on parle toujours Covid-19. Pour une prise en charge efficace des malades, le ministère de la Santé du Sénégal a mis en place une cellule psychosociale. Celle de Ziguinchor accompagne les malades et les cas suspects. Avec des stratégies d'écoute, même les malades mentaux errants sont également pris en charge. Suivons les détails. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la prise en charge de l'aspect psychosocial est très importante. À Ziguinchor, une cellule de veille est mise en place pour accompagner et les malades et les personnes mises en quarantaine. Plusieurs stratégies sont utilisées.
Un suivi à distance à travers des appels téléphoniques et l'organisation de groupes de parole. Qui vont permettre à toutes ces personnes de pouvoir verbaliser donc, le vécu qu'ils ont pu et donc, avoir donc, dans le cadre de la prise en charge. Mais aussi le soutien psychosocial à distance, ce qu'on appelle le soutien psychologique à distance. Pourquoi nous avons opté pour ce type donc, de prise en charge? C'est pour ne pas mettre donc, en contact les intervenants, les gens qui sont là pour pouvoir les prendre en charge, au contact donc, de ceux qui sont malades. C'est juste pour pouvoir réduire, voire annuler donc, l'exposition donc, de ces individus. Un travail qui rejoint celui effectué au niveau national. Pour le ministère de la Santé, cette étape est cruciale. L'intérêt de ce parcours que nous faisons, c'est de voir l'effectivité des cellules régionales de soutien psychosocial au niveau des différentes régions et que ces cellules puissent intégrer aussi bien la composante psy, donc psychologue, psychiatre et les autres, mais aussi la composante assistante sociale, et ce qui explique l'implication au niveau de chaque région du chef de service de l'action sociale pour pouvoir assister et soutenir toutes les personnes qui sont impliquées directement ou indirectement dans cette épidémie. En cette période marquée par le Covid-19, les malades mentaux errants font partie des plus exposés. Un dispositif pour les protéger est conçu, mais pour plus d'efficacité, les familles doivent s'impliquer. Pour ces malades mentaux errants, ce n'est pas un problème directement lié à l'épidémie, mais c'est un problème social que l'épidémie a trouvé dans notre pays. Donc la solution qu'on a trouvée, ce n'est pas une solution juste pour l'épidémie, mais c'est une solution pérenne et durable. La première chose, c'est de remettre la famille au centre de la prise en charge. Aujourd'hui, tous les malades mentaux qui sont dans la rue ont quitté des maisons, la plupart, sauf ceux qui ont quitté des pays voisins. Ils ont quitté On est dans cette sensibilisation de dire à ces familles que les malades mentaux, ils ont une prise en charge possible, disponible au niveau des centres de santé mentale. C'est le cas au niveau du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. Ici, des mesures strictes sont instaurées. Tout est mis en place pour assurer la protection de ces personnes vulnérables. Et on change de registre pour parler gastronomie. Le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient est certainement le plus utilisé en cuisine. Et plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. On se pose alors la question de savoir quel type de sel est le plus sain, comment le conserver pour ne pas lui faire perdre toute sa qualité. Julius Setonji et Perspective Torsa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir
le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Et on parle à présent de l'art oratoire, qui est le moyen à travers lequel on transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et la problématique de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Et pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François d'Assise Amassiouan et Enoch Gauguin. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider, c'est de développer. C'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Et c'est sur cet élément que prend fin cette session de l'information. À bientôt.